Je m'appelle Clara Varenne j'ai 34 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que ma famille était la seule chose qu'on ne pouvait pas me retirer. J'avais tort. Tout a commencé le jour où mon grand-père est mort. À peine les funérailles terminées, ma tante Mireille m'a annoncé qu'elle voulait faire vérifier l'ADN de ma fille de 6 ans avant de lui laisser quoi que ce soit. Selon elle, ma petite Zoé n'avait peut-être pas le bon sang. Elle pensait que j'allais m'effondrer. Au lieu de ça, j'ai accepté immédiatement. Je ne savais pas encore que ce simple test allait révéler un secret vieux de plusieurs décennies, un secret que ma tante avait elle-même passé sa vie à défendre. Mon grand-père André possédait une ancienne auberge dans les Vosges, entourée de quelques hectares de forêt. C'était là que j'avais grandi pendant les vacances. Après mon divorce, j'y étais même retournée vivre quelque temps avec Zoé. Mon grand-père adorait ma fille. Il lui avait appris à reconnaître les oiseaux et à planter des fraisiers derrière la maison. Ma tante Mireille, elle, avait toujours une obsession étrange, la famille devait rester pure. Elle connaissait les dates de naissance de tout le monde, conservait de vieilles photos et corrigeait chaque personne qui racontait une histoire familiale avec un détail différent du sien. Mais depuis la naissance de Zoé, elle me lançait régulièrement des remarques sur son apparence. Ma fille avait les cheveux très noirs et les yeux noisettes, alors que la plupart des membres de la famille étaient blonds. Je faisais semblant de ne pas entendre. Puis mon grand-père est mort. Lors de la lecture du testament, nous avons découvert qu'il avait laissé l'auberge et une partie des terrains à Zoé, avec moi comme administratrice jusqu'à ses 25 ans. Mireille est devenue livide. Elle n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était beaucoup plus inquiétant. 3 jours plus tard, elle m'a convoqué chez le notaire. Elle avait trouvé une faille dans le testament. Elle affirmait que le legs était réservé aux descendants biologiques de mon grand-père. Puis elle a demandé un test génétique. Elle voulait prouver que Zoé n'était pas réellement sa petite-fille. Je lui ai répondu oui. Elle a souri comme si elle venait de gagner. Elle ignorait que j'avais moi-même une raison d'accepter. Je voulais que cette histoire soit terminée une fois pour toutes. Les prélèvements furent organisés dans un laboratoire indépendant. Ma fille, moi, Mireille et son frère Laurent devions fournir des échantillons afin d'établir les liens familiaux. Tout semblait simple. Jusqu'au jour où Laurent entra dans la salle. J'ai immédiatement remarqué le visage de Mireille. Elle avait perdu toute couleur. Elle demanda soudain si elle pouvait repousser le prélèvement. Elle prétendait ne pas se sentir bien. Le laboratoire refusa. La procédure avait été fixée devant les avocats. Elle finit par donner son échantillon. Ensuite, nous avons attendu. Pendant 3 semaines, ma vie a continué normalement. Enfin, presque. À l'école, Zoé avait entendu des enfants répéter des choses qu'ils ne comprenaient même pas. Il lui avait dit qu'elle n'était peut-être pas vraiment de la famille. Un soir, elle m'a demandé si on pouvait perdre une maison simplement parce qu'on n'était pas assez semblable aux autres. Cette question m'a brisé le cœur. Je lui ai répondu que personne ne pouvait mesurer l'amour avec une machine. Mais, au fond, j'avais peur de ce que le test allait révéler. Un mardi matin, le laboratoire m'a appelé. La femme au téléphone m'a demandé si j'étais bien Clara Varenne. Puis elle a ajouté quelque chose d'étrange. Elle ne m'appelait pas pour discuter du résultat de Zoé. Elle voulait parler de l'échantillon de Mireille. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Le laboratoire avait effectué plusieurs vérifications parce que son profil génétique ne correspondait pas à celui attendu d'un membre direct de notre famille. Ils avaient recommencé l'analyse. Même résultat. Mireille n'était pas biologiquement liée à mon grand-père. Ni à Laurent. Ni à la branche familiale dont elle prétendait être l'héritière. Je suis restée silencieuse. La femme m'a finalement précisé que le résultat officiel serait transmis au notaire. J'ai raccroché sans appeler ma tante. Je voulais d'abord comprendre. Le lendemain, le notaire nous a réunis. Le rapport était posé au milieu de la table. Le premier résultat confirmait que Zoé était bien ma fille. Le deuxième confirmait que Laurent était bien le fils biologique de mon grand-père. Puis le troisième est tombé. Mireille n'était pas leur sœur. Elle n'était pas la fille biologique de mes arrière-grands-parents.
La femme qui avait passé 40 ans à parler de sang et de lignée était précisément celle dont le sang n'appartenait pas à cette famille. Personne ne parlait. Laurent regardait le document comme s'il ne savait plus qui il était. Moi, je repensais à toutes les remarques de Mireille sur ma fille. C'était presque cruel de voir la vérité lui revenir exactement par le chemin qu'elle avait choisi. Mais quelque chose me dérangeait. Mon grand-père avait-il su? Je suis retournée dans l'auberge quelques jours plus tard. Dans le grenier, j'ai trouvé une vieille boîte en métal que je n'avais jamais vue ouverte. Elle contenait des lettres, des photographies et un petit carnet appartenant à mon arrière-grand-mère. Une date revenait plusieurs fois, astérisque 1964 astérisque. J'ai commencé à lire. Ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Mireille n'était pas née dans notre village. Elle était née dans une petite clinique située à plus de 200 km. Ma grand-mère avait perdu un bébé peu avant sa naissance. À cette époque, la famille avait vécu un drame dont personne ne parlait. Une jeune femme célibataire, incapable de garder son enfant, avait confié son bébé à la famille. Mes arrière-grands-parents avaient élevé cette petite fille comme la leur. Et ils avaient décidé de ne jamais révéler la vérité. Même à Mireille. Je me suis assise sur le sol du grenier avec le carnet entre les mains. Soudain, tout avait un sens. Mireille n'avait pas passé sa vie à défendre la famille parce qu'elle était certaine d'en faire partie. Elle avait passé sa vie à avoir peur de découvrir qu'elle n'en faisait pas partie. Le lendemain, je suis allée la voir. Elle était assise seule dans sa cuisine. Je lui ai posé le carnet devant elle. Elle n'a pas eu besoin de lire longtemps. Ses mains se sont mises à trembler. Elle savait. Pas toute l'histoire, mais suffisamment. Elle m'a avoué qu'elle avait découvert, à 20 ans, qu'un document médical ne correspondait pas aux informations familiales. Elle avait confronté sa mère, qui lui avait demandé de ne jamais poser d'autres questions. Alors Mireille avait fait exactement l'inverse. Elle avait construit toute sa vie autour du mot « sang ». Comme si répéter cette obsession pouvait effacer sa propre peur. Mais je n'ai pas accepté qu'elle transforme cette peur en arme contre Zoé. Je lui ai dit que le testament resterait en place. Zoé garderait l'auberge. Et Mireille devait renoncer à son rôle dans la gestion de l'héritage, car elle avait utilisé sa position pour attaquer une enfant. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais plus son approbation. Je ne voulais pas gagner contre elle. Je voulais simplement protéger ma fille. Quelques semaines plus tard, j'ai emmené Zoé dans le jardin de l'auberge. Nous avons planté un petit pommier. Elle m'a demandé pourquoi je souriais. Je lui ai répondu que parfois, les familles ne sont pas celles que les documents décrivent. Elles sont celles qui restent. Celles qui soignent. Celles qui pardonnent quand elles le peuvent, mais qui savent aussi poser des limites. Zoé a posé sa petite main sur la terre et m'a demandé si l'arbre était maintenant, à nous. J'ai souri. Non, ma chérie. Il est à toi. Mais un jour, tu décideras à qui tu donneras de l'ombre. Depuis ce jour, Mireille et moi avons une relation différente. Elle n'est pas devenue soudainement parfaite. Je ne lui ai pas pardonné tout ce qu'elle avait fait à ma fille. Mais elle a cessé de parler de sang. Et moi, j'ai cessé de chercher ma valeur dans son regard. Le plus grand mensonge de ma famille n'était finalement pas l'identité de Mireille. C'était l'idée qu'une famille devait être prouvée par le sang. Ma grand-mère avait compris quelque chose que nous avions tous oublié, on peut hériter d'un nom sans mériter une place dans un cœur. Et parfois, la personne qu'on essaie d'exclure est justement celle qui appartient le plus profondément à la famille. 3 mois après cette histoire, Zoé m'a demandé pourquoi je gardais encore le vieux rapport dans un tiroir. Je lui ai répondu que je le garderais jusqu'au jour où elle serait assez grande pour comprendre. Pas pour lui prouver d'où elle venait. Mais pour lui montrer que, parfois, la vérité ne détruit pas une famille.